Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs de Micro-ondes. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Quatennens sur notre plateau, député de la France Insoumise. Bonsoir. Bonsoir. Si vous deviez vous présenter en quelques phrases, que diriez-vous? Je suis un militant politique d'abord et avant tout, qui a été pendant quelques années un militant bénévole engagé, qui, comme beaucoup d'autres d'ailleurs depuis, a été entraîné au combat politique en rencontrant un personnage qui occupe une place importante sur la scène politique française aujourd'hui, qui est Jean-Luc Mélenchon. Et j'ai eu des responsabilités bénévoles dans l'organisation politique à laquelle j'ai adhéré, après avoir pendant quelques années fait de l'associatif. Et aujourd'hui, je me trouve à un poste de combat tout particulier, puisque je suis élu député depuis 2017. Mais pour moi, c'est en quelque sorte le prolongement du militantisme, c'est-à-dire c'est une autre fonction dans cette grande aventure, cette grande histoire qui est finalement le combat des idées. Et je suis depuis 2019 le coordinateur de ce mouvement, la France Insoumise. Voilà. J'ai 31 ans, je suis père de famille par ailleurs. Voilà. Très bien, merci pour cette courte présentation. Le principe est simple aujourd'hui. Je vais vous énumérer une liste de mots et vous allez me dire ce que ces mots évoquent pour vous. Je vais commencer par un mot important pour nous dans un établissement scolaire, le mot jeunesse. La jeunesse, à la fois, elle paye un lourd tribut de la situation sociale qu'on a dans notre pays, et notamment à la lumière de la crise Covid qui vient de se dérouler, qui n'est d'ailleurs pas terminée. Et elle subit le plus les effets de la précarisation et de l'emploi, et souvent de la pauvreté. On a vu beaucoup de jeunes faire la queue devant les banques alimentaires. Et pour un grand pays comme la France, c'est insupportable, même inacceptable, un pays riche comme la France, que sa jeunesse ait pour acte premier dans la vie active de devoir faire la queue devant les banques alimentaires. Donc il y a d'abord la question de soulager cette précarité de la jeunesse et faire en sorte aussi qu'elle puisse se consacrer pleinement à ses études, parce que la jeunesse, c'est aussi et d'abord et avant tout notre plus grand espoir. C'est-à-dire qu'on a des défis considérables devant nous qu'il va falloir relever, quoi qu'on en pense. Et on va devoir prendre appui pour ça sur cette génération qui est mise au pied du mur, en quelque sorte, de devoir régler ces grands défis, au premier desquels le changement climatique. Et pour ça, on a besoin que les jeunes puissent se consacrer pleinement à leurs études, raison pour laquelle on propose, avec Jean-Luc Mélenchon, une allocation d'autonomie jeunesse de 1 000 €, de sorte que personne n'ait besoin de travailler en plus à côté de ses études et qu'on puisse s'y consacrer pleinement. Donc à la fois une jeunesse, entre guillemets, à réparer, à soulager, et puis surtout le grand espoir qu'elle représente. Merci. Vous parlez d'écologie. C'est un enjeu très important pour la jeunesse de demain. Qu'évoque ce mot pour vous, écologie? Aujourd'hui, tout le monde est écologiste. Tout le monde se prétend écologiste. C'est-à-dire que tout le monde a compris que l'activité humaine et le mode particulier d'organisation du monde et des échanges, de la production aujourd'hui dans le monde, est en train de mettre en péril finalement la capacité de l'être humain à vivre sur Terre. C'est ça qui est posé aujourd'hui par les scientifiques. Moi je ne suis pas scientifique, je suis un responsable politique, mais les scientifiques nous disent que clairement l'écosystème compatible avec la vie humaine est menacé. Et notre manière d'aborder l'écologie avec Jean-Luc Mélenchon, c'est clairement de dire que c'est d'abord et avant tout pour pérenniser la capacité de l'être humain à vivre sur Terre qu'on doit s'organiser. Et donc, même si tout le monde se dit écologiste, il persiste des désaccords. Nous, on pense que l'écologie est nécessairement anticapitaliste. C'est-à-dire que le capitalisme, dans son mode de fonctionnement, incapable de se corriger, qui même d'ailleurs tire profit de situations de crise, on le voit encore en ce moment avec la crise sanitaire, ne va pas du jour au lendemain s'enthousiasmer à l'idée de régler le problème climatique. On préfère une autre méthode qui est celle de la planification écologique, c'est-à-dire organiser l'économie de notre pays dans toutes ses structures au service de ce grand défi qu'est la planification écologique. Et juste d'un mot, rajouter qu'il y a encore quelques années, on pouvait tenir un discours politique qui consiste à dire on va régler le problème. Aujourd'hui, nous savons, parce que les scientifiques nous l'ont dit, que le problème n'est pas intégralement soluble. C'est-à-dire on sait qu'il y a une part irréversible au changement climatique. Cette part irréversible, il va falloir l'affronter. Et pour ça, bâtir une société de l'entraide capable d'être résiliente face à ces changements. Par exemple, on sait que le niveau des mers va monter inéluctablement, et quoi qu'on fasse aujourd'hui, même si on prenait des décisions radicales et qu'on appuyait sur le bouton tout de suite, il va y avoir des effets irréversibles au changement climatique, il faut donc s'y préparer. Vous avez évoqué le sujet du capitalisme. Nous sommes ici dans une école de commerce, un sujet que nous traitons beaucoup en lien avec l'économie. Que pensez-vous du libre-échange aujourd'hui? C'est un problème, c'est-à-dire que on voit bien que les accords commerciaux signés, le libre-échange, c'est-à-dire ce mode d'organisation qui fait qu'en gros, ce qui domine, c'est produire moins cher. C'est-à-dire souvent aujourd'hui, quand on parle de compétitivité, par exemple, quand on entend ce terme dans le monde économique,
quand on enlève un peu la dentelle autour, que reste-t-il de ce terme? C'est en quelque sorte produire moins cher. C'est-à-dire en gros le modèle dominant, c'est chercher à optimiser les coûts pour produire moins cher, peu importe ce qu'on produit du moment que ça coûte pas cher et que ça se vende. Et de le faire en plus avec un système qui organise le grand déménagement permanent du monde. Il y a des exemples qui sont tout à fait considérables. Je pense par exemple à certains produits alimentaires, comme par exemple des crevettes pêchées à un endroit du monde, puis amenées à l'autre bout pour être conditionnées, puis rebasculées de l'autre côté pour être vendues. Et tout ça fait le lien avec le mot qu'on a évoqué juste avant, c'est que ça met en péril aussi notre capacité à venir influer sur le réchauffement climatique. Donc aujourd'hui, il faut oser dire que le libre-échange, il est climaticide d'une part, mais il est aussi socialement brutal parce qu'il provoque toutes sortes de délocalisations, de fermetures d'entreprises. Nous préférons lui opposer le terme de protectionnisme. Alors pas pour faire du chauvinisme, il ne s'agit pas de dire on se protège de toutes les menaces du monde, etc. C'est de dire si on veut bâtir une société notamment écologiste, si on veut faire la planification écologiste, il faut assumer une forme de protectionnisme. Et c'est du coup en radicale opposition avec le libre-échange. Changeons de sujet, la crise migratoire est un enjeu des élections présidentielles à venir. Que vous évoque ce mot migrant? Alors d'abord une chose, c'est que c'est un enjeu hyper présent dans le débat médiatique, c'est un enjeu beaucoup moins présent dans les sujets de priorité des Français. On le voit encore, il y a des enquêtes d'opinion là qui sont parues ces jours-ci, qui montrent que la priorité absolue des Françaises et des Français, c'est le pouvoir d'achat. J'aime pas trop ce terme, mais en gros, c'est leur revenu et les conditions matérielles de leur existence, bien plus que la question de l'immigration, qui pour autant prend une place importante dans le débat. Ce que ça m'évoque, moi, d'abord, c'est que derrière les personnes exilées, il y a d'abord et avant tout des femmes, des hommes, des enfants. On a vu le désastre qui s'est produit la semaine dernière à Calais, où une petite fille est morte, 27 personnes sont décédées, une femme enceinte est décédée également. Et donc, il faut se poser la question de comment on traite ce sujet avec raison et humanité. Et ne pas y renoncer parce que des gens comme M. Zemmour ou Mme Le Pen veulent mettre le pays à cran en faisant croire que la source de tous nos problèmes viendrait de là. Non. D'autant plus que moi, je mets en garde sur le fait qu'aujourd'hui, les mouvements de population à l'échelle de la planète, ça représente quelque chose comme 70 millions de personnes, mais que, et ça fait le lien avec l'un des mots précédents aussi, le GIEC nous dit que la crise climatique va accélérer les mouvements de population parce que des gens ne vont plus pouvoir vivre là où ils habitent. Et on nous parle d'ici à 2050 de 280 millions de personnes qui non pas vont choisir de quitter leur terre d'origine, mais ne vont pas avoir d'autre choix que de le faire. Donc plutôt que de faire les ahuries à la Zemmour, il faut traiter le problème avec calme, sérieux. Et pour moi, j'y vois deux angles. D'abord, la question du traitement des causes, c'est-à-dire plutôt que de se poser sans cesse la question de comment on empêche les gens d'arriver, se poser la question de comment on permet aux gens de ne pas devoir partir de leur pays d'origine. Parce que pourquoi les gens partent? Ils ne partent pas de gaieté de cœur. Ils partent à cause d'accords commerciaux inégaux, ils partent à cause du changement climatique, ils vont partir de plus en plus à cause du changement climatique, ils partent aussi à cause des conflits et des guerres. Et nous avons des choses à faire pour régler ces grandes causes. Et ensuite de dire une chose qui me paraît fondamentale pour terminer, c'est que d'abord et avant tout, quand des femmes et des hommes en détresse se présentent à nos portes, quelle que soit la politique que l'on mène, parce qu'aujourd'hui, clairement, il y a une politique qui consiste à éloigner le plus possible. Ce ne serait pas la politique que nous mènerons. Nous préférons un accueil digne, organisé. Mais dans tous les cas, les hommes, les femmes, les enfants doivent être traités humainement et pas autrement. Pour conclure, nous sommes une radio étudiante, micro-ondes. Micro-ondes, ça s'appelle? Oui, exactement. Et c'est donc la culture, c'est un secteur qui a été très touché par le Covid, qui commence à se relancer, mais on voit que pas tout à fait, les gens vont beaucoup moins au ciné, etc. Que vous évoque ce mot pour vous, culture? C'est un carburant pour le coup écolo parce qu'il ne produit pas de gaz à effet de serre, mais c'est un carburant indispensable. On en a tous besoin, c'est ce qui fait le sel de l'humanité. Et on sait que cette profession, enfin ces professions, parce que finalement derrière la culture, il y a ceux qu'on voit devant la scène, mais il y a tous les autres derrière, et on sait qu'ils ont pâti lourdement aussi de la crise sanitaire, et nous on a un mot d'ordre politique là pour les prochains mois, c'est que bientôt l'année blanche va s'arrêter, il faut absolument la prolonger, parce que c'est vrai que ça a repris, mais d'une part ça n'a pas repris comme avant, on le sait, les salles ne sont pas tout à fait remplies, les gens hésitent, il y a des gens qui ont peur aussi de venir au spectacle, et puis la crise sanitaire, elle est en train de connaître une résurgence avec une nouvelle vague, donc il faut continuer à soutenir. Parce qu'un pays qui se vide de sa culture, clairement, n'est plus un pays dans lequel il y a la vitalité qu'on peut espérer pour un grand pays comme le nôtre. Donc c'est essentiel. Et en tout cas, moi je sais qu'il y a certains aspects auxquels je renoncerai pour rien au monde, et notamment la musique par exemple, qui est absolument vitale. Et je pense qu'on a tous besoin de ça.
Pour finir, si vous deviez dire un mot aux Français, que leur diriez-vous? Eh bien, je dirais simplement que dans quelque chose comme 4 mois maintenant, il y a une échéance majeure, qui est l'élection présidentielle, que pour plein de raisons, on a encore le sentiment qu'elle est loin de nous, mais en fait, quand les fêtes vont être terminées, il va nous rester 3 mois de campagne, et qu'en France, compte tenu des pouvoirs exceptionnels qu'elle confère à celle ou celui qui la gagne, elle permet vraiment de tout changer. Et moi, je forme le vœu que les gens se prononcent, aillent voter, et le fassent d'abord et avant tout sur la base d'un programme. Et nous avons un programme à défendre, ça s'appelle l'Avenir en commun, et j'ai qu'un souhait, c'est qu'il soit lu. Voilà, c'est-à-dire discuter, débattre de notre programme, que vous soyez ou pas d'accord. Si possible, pourrissez les repas de famille avec la discussion politique, parce qu'on a besoin que les gens s'impliquent, parce qu'à la fin, c'est vous qui décidez. Voilà. Eh bien, merci monsieur le député d'être Merci à venu vous. sur nos ondes. Et à bientôt sur Micro-ondes, la radio qui vous réchauffe. Ah là là, micro-ondes.